Bonsoir. En route pour les législatives, à quelques jours de cet événement important, ce scrutin. En tout cas, l'heure est aux préparatifs pour les partis politiques. Investiture de candidats, consignes ou formations avant les élections. En tout cas, on débriefe tout ça ensemble dans quelques instants. Toujours chez nos honorables députés, ils ont été sommés de déclarer leurs biens par la Haute Autorité de la Bonne Gouvernance. Dans un communiqué daté du 15 février, l'autorité invite les députés à déclarer leur patrimoine de fin et de début de mandat. Les détails dans le Life Actu. Et dans la sous-région, la ville de Kagara, c'est au centre-ouest du Nigeria, a été secouée hier par des violences. Des hommes en armes ont fait irruption dans un pensionnat et ont enlevé plusieurs élèves. Nous y reviendrons. Et ce soir, il sera question de leadership et d'entrepreneuriat pour la jeunesse africaine. Pour en parler, nous aurons avec nous Philippe Simo. Il est entrepreneur, promoteur de la plateforme Investir au pays. Débats et analyses, décryptage de l'information, l'actualité comme vous l'avez toujours souhaité, c'est dans le Live Talk. Bienvenue. Quelqu'un se rappelle-t-il du « Oh ah mes amis » Non. Non. Oyez, oyez. Oyez, oyez. Oyez, oyez. Oh ah mes amis, je vais louer le fidèle ami. Ah bon? Oh, Celui que je vais louer j'ai le mot s'appelle... sur la bouche. Onel Mala. Bravo, Edith Onel Boubleu. Mala. Bonsoir, Edith Boubleu. Bonsoir, Brice. Ah, je savais que ça allait... Mais Serge, quand même, j'aurais parié sur vous quand même, hein. Question point shampoing. Non, mais moi j'étais plus en train de chercher le rapport avec votre introduction et le fait que vous... Non, il y avait du oyez, je fais du oh ah. C'est ce qu'on appelle les grands écarts. Exactement. Oh. Alias pont. Et très d'union. On fait le pont. Bonsoir, Rabia, comment allez-vous? Bonsoir, Brice, ça Je va? suis sûr que vous n'auriez pas trouvé. Par Moi, contre, il y a une aujourd'hui, autre chanson, hein? je pensais à vous en Ouais. écoutant une chanson. Une Laquelle? chanson de Daraji Family, Ouais, laquelle, dis-moi? Bayeyoun. Une de Bayeyoun. mes Ah, préférées j'adore. d'ailleurs, Bayeyoun. C'est un groupe mythique chez nous, hein. Franchement, c'est le top du top du top. C'est ça. Je les connais Ouais. personnellement d'ailleurs. Ah, Freddy bon Fada? Ouais. Très bien. Donc j'en parle parce que, bon, de temps en temps, on se fait notre propre musique ici. Ouais, c'est question pour une chanson aujourd'hui. Ouais, c'est ça, c'est très très bien. Et des Mais- fois, on joue à la guitare. On essaie de jouer à la guitare. Si vous voulez aussi, si vous voulez aussi, je peux faire a cappella, hein, J'ai de de Bayeyoun. je cherche quoi dire après souvenir de cet épisode de la guitare. Vous devriez vous asseoir, je pense. Très bien. Allez, on vous propose ce qui fait l'essentiel de l'actualité d'ici et d'ailleurs. C'est dans le Life Actu. À tout de suite. C'est marquant, ça a marqué. À la guitare, la chanson disait à la guitare, mon ami. Non, c'était Edith. Ça fait un petit fou rire pour commencer. Bon, Avant allez, la fin de maintenant. la saison, on va y arriver. Je vais y Inch'Allah, arriver, Inch'Allah, comme aurait dit maintenant, Inch'Allah. Pardon. Bon, justement, à propos d'Inch'Allah, il y en a qui placent beaucoup d'espoir dans leur candidature, et on parle législative 2021. Eh bien, les candidats sont instruits, donc certains sont investis. Je parle de ceux du RHDP qui sont investis. La consigne du PDCI à ces candidats, des candidats formés par le ministère de la Femme et ONU Femmes. On en parle avec vous, Madame Bleu. Effectivement, donc on va s'intéresser aux différents camps et aux différents partis. Donc, tout d'abord, au niveau du RHDP, Alassane Ouattara, président du parti, a procédé donc à l'investiture officielle des candidats de son camp aux élections législatives prochaines. Il leur a demandé de rassembler autour d'eux toutes les forces vives de leur parti et bien au-delà pour remporter ces élections. Il a aussi appelé les indépendants de son parti à se retirer des joutes électorales. Je vous donne en substance ces propos. C'est dans l'intérêt du parti et c'est dans votre intérêt plutôt. En vous retirant, vous donnez plus de chances à nos candidats de remporter l'élection dans leur circonscription. Alors, est-ce qu'on redoute les possibilités, en tout cas les chances de victoire au niveau des indépendants? La question se pose. En tout cas, au cours de la cérémonie d'investiture, le directeur exécutif du parti, Adama Bictogo, a précisé que le RHDP présente des candidats dans 204 circonscriptions sur 205, soit 99,5% de représentants, 254 candidats du RHDP sur 255 sièges à pourvoir
au niveau du Parlement. Et il faut savoir également que le parti, donc le RHDP, enregistre 39 femmes candidates titulaires et 35 femmes en suppléance, dont un total de 74 femmes pour les prochaines législatives. Qu'est-ce qu'on peut dire du côté du PDCI? Du côté de PDCI, c'est à peu près pareil, même si on n'a pas le même nombre en termes d'effectifs à présenter aux législatives. On est en ordre de bataille, on est prêt. Mais on est en ordre de bataille, on est également prêt. Donc tous les candidats parrainés par le parti de Henri Konan Bédié pour les législatives prochaines étaient donc présents ce mardi 16 février au siège du parti historique. Et donc l'objectif, c'était de recevoir les dernières recommandations de la direction du parti avant, je cite, d'attaquer le terrain. Donc la rencontre a été présidée par le coordonnateur régional du comité de gestion et de suivi des législatives, le professeur Niamke Kofi. Et c'est ce professeur qui a remis aux différents candidats leur kit de l'élection et les dernières recommandations de la direction du PDCI-RDA et du président Henri Konan Bédié. Donc la rencontre est intervenue au lendemain de la mission de sensibilisation et de mobilisation initiée par la direction du PDCI à travers tout le pays. Et donc, le nombre à retenir pour les candidats qui sont investis par le PDCI-RDA, c'est 136. Qu'est-ce qu'il y avait dans le kit? Mégaphone Alors, On n'a pas de précision, mais je pense que c'est suffisamment intéressant. Et effectivement, je pense que c'est suffisamment intéressant pour pouvoir leur permettre d'investir et de parcourir, sillonner le pays, pour pouvoir obtenir des voix au niveau des populations. Peut-être qu'aussi il y aurait le manuel de do et don't de la CEI, également pourquoi pas, dans le kit. Ce serait vraiment pas mal. En tout cas, professeur, si je vous rencontre, je vous poserai la question. On va essayer d'obtenir des photos, Voilà. si tu penses des photos. Pardon, qu'est-ce que vous disiez? Du kit. des sardines. Des sardines. Oh là là, c'est bas. Qu'est-ce qu'il y a dans le kit du candidat du PDCI? Voici la question pour demain. Alors, et puis les femmes, je sais que c'est un point d'honneur de votre intervention. Les femmes aussi sont formées par le ministère de la Femme et ONU Femmes au niveau de ces législatives-là. Oui, elles se sont réunies au niveau de l'hémicycle, donc de l'Assemblée nationale, à l'auditorium, pour pouvoir échanger sur leur présence, en tout cas leur candidature à ces législatives. Donc l'objectif de cette formation, parce que c'était une formation, c'était de renforcer les capacités des femmes candidates en matière électorale et leur permettre d'être davantage outillées pour bien conduire leur campagne sur le terrain, afin de conquérir les cœurs des électeurs et électrices surtout, par leur savoir-être, leur savoir-faire et leur savoir-agir. Donc, c'était les propos de la ministre Bakayoko Liramata, qui est la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Donc, pour donner encore un récap des différents chiffres concernant le genre féminin présent pour ces législatives, on enregistre 210 femmes candidates titulaires et 242 suppléantes sur une liste de 1300 dossiers de candidature pour 255 sièges de députés à pouvoir au niveau de l'Assemblée nationale. Donc, ce qu'il faut retenir également pour la législature qui s'achève, le Parlement comptait 29 femmes députées sur 255 sièges et 19 sénatrices sur 99. Pronostic, vous avez l'impression qu'on en aura plus pour cette nouvelle législature? Ben, on l'espère. Je pense qu'avec ce genre de formation, ce n'est pas la première formation qui se tient pour les femmes candidates et les femmes en politique. L'ONU Femmes avait déjà initié ce genre de formation à Yamoussoukro avec des femmes qui sont dans les partis politiques de tous bords politiques. Donc ce n'est pas la première fois. Je pense que les femmes sont outillées. Elles ont la compétence pour. Elles ont également le soutien qu'il faut. Je pense qu'avec toutes ces informations qu'elles ont pu avoir pendant ces différentes formations, elles sont capables de pouvoir briguer ces postes de députés. En tout cas, on espère qu'il y aura au moins de l'amélioration, puisque, comme Edith vient de le dire, pour la législature qui s'achève, on a 29 femmes sur 255 sièges de députés et 19 sur 99 sénateurs. Donc, ça déjà, c'est au moins des chiffres sur lesquels on peut partir et espérer qu'il y ait de l'amélioration, je pense. En tout cas, un quart des candidatures, si on s'en tient au dossier de candidature, un quart des dossiers de candidature provient de candidatures féminines. Donc, je pense qu'au fur et à mesure, chaque 5 ans, on progresse en termes de pourcentage de représentativité féminine au sein des instances, des grandes instances politiques. Allez, les femmes. Yes, we can.
Très bien. À l'international, on aborde un sujet qui fait peur. Eh bien, ce sont des centaines d'élèves qui ont été enlevés par des hommes armés. Et c'est à Kagara, donc c'est au nord-ouest du Nigeria. Du Nigeria, effectivement. Et donc, mardi 16 février 2021, des hommes armés ont enlevé 42 personnes, dont 27 élèves, après avoir envahi un pensionnat à Kagara, comme vous venez de le dire. C'est dans l'est du Niger. Centre-ouest du Nigeria, pardon, autant pour moi. Donc, a déclaré le 17 février 2021 à l'AFP, Mohamed Sani Idriss, commissaire à l'information du gouvernement local. Alors, les bandits ont attaqué l'école vers 2 h du matin, a-t-il précisé. Au moment de l'attaque, il y avait 650 élèves dans l'école. Ils ont emmené 27 élèves avec 3 enseignants. Un élève a été tué, malheureusement. Ils ont également enlevé 12 membres des familles des enseignants. C'est le dernier bilan, en tout cas, que nous avons établi après des vérifications, a fait savoir Mohamed Sani Idriss. Et dans la matinée, une source sécuritaire et un officiel avaient affirmé à l'AFP que des centaines d'élèves avaient été enlevés dans l'attaque visant cet établissement d'enseignement secondaire qui compte environ 1000 élèves. Le commissaire à l'information a précisé que les ravisseurs de Kagara n'ont pas encore essayé d'entrer en contact avec les autorités, donc on ne sait pas si il y aura discussion au niveau d'éventuelles rançons ou quoi que ce soit. Par ailleurs, le président Muhammadu Buhari a ordonné aux forces armées et à la police de ramener immédiatement tous les captifs indemnes, selon ses propres propos qui a déclamé, qui a été déclamé par son porte-parole Garba Shehu dans un communiqué. Il faut rappeler en tout cas que depuis près de 10 ans, le nord-ouest et le centre du Nigeria sont en proie aux violences de groupes criminels qualifiés localement de bandits. Oui, parce que je n'ai pas compris, tout à l'heure il a parlé de bandits. Oui, justement, qualifiés de bandits, mais qui multiplient les enlèvements contre rançon et vol de bétail. Donc à ce niveau-là, on s'attendait à des groupes terroristes. Mais justement, ils sont de plus en plus affiliés à ces groupes terroristes-là. Mais tant que ça reste des enlèvements pour des rançons et du vol de bétail, encore on peut considérer que ce sont des bandits. Par contre, ces bandits... C'est un peu le chat qui se mord la queue, parce que ils enlèvent, ils demandent de l'argent, et avec l'argent, ils financent d'autres choses. Oui, bien sûr, justement, c'est pour ça qu'on vous dit que ces bandes criminelles sont motivées par l'appât du gain, d'une part, mais certaines ont tissé des liens forts avec les groupes djihadistes présents dans le nord-est. Ça, c'est quelque chose aussi qu'on ne peut pas négliger non plus. Donc, notamment celle qui avait été kidnappée, on s'en souvient, les 344 élèves dans un pensionnat de la ville de Kankara, dans l'est de Katina en décembre 2020. Donc ça, c'était affilié à Boko Haram. En 2014 aussi, Boko Haram a enlevé plus de 200 jeunes filles à Chibok, dans le nord-est du Nigeria, on s'en souvient. Bon, malheureusement, c'est quelque chose qui... je dis un business pour ces bandits, mais aussi cette activité de recrutement aussi pour Boko Haram et pour toutes ces organisations affiliées à l'État islamique et qu'on traite de terroristes, se voit de plus en plus du côté de ce pays-là. Et ça, très franchement, ça fait un peu... Mais après, moi, je me pose une question, ou plusieurs questions ce soir. Je me dis, bon, déjà, on connaît un tout petit peu le modus operandi. Ils s'en prennent, d'Arabia, c'est ça? Ils s'en prennent aux pensionnats, et apparemment, ces établissements au lycée, au collège, sont isolés. Sinon, en pleine ville, on ne peut pas transporter 300 ou une centaine d'élèves sans forcément que ça laisse des traces. Mais que ce soit en pleine ville ou ailleurs. Est-ce qu'on renforce la sécurité au niveau de ces... moi j'irai plus loin. On parle même de régler le problème en aval. Mais en amont, pourquoi est-ce qu'on connaît justement ce modus operandi et qu'on ne fait rien pour prévenir et sécuriser cette couche vulnérable de la population? C'est tellement des pratiques qui se font. On a vu ça au Cameroun récemment et au Nigeria, c'est quelque chose qui se fait tout le temps. C'est une pratique courante au Nigeria. Qu'est-ce qui est fait pour protéger ces enfants et ces familles? Rien. Ici, il y a des établissements où il y a les forces de l'ordre, rien qu'à dire. Mais en plus, vous savez ce qui vous menace et c'est comme si c'est naturel. On a l'impression que certainement, ou peut-être qu'ils sont les forces armées sont peut-être débordées. En sous-effectif surtout aussi. En sous-effectif pour couvrir tout le territoire nigérien. On connaît bien les zones. Tu as cité le nord-ouest et le centre du Nigeria. Tu as parlé de modus operandi qui est connu. C'est vrai que ces bandits se mêlent à la population, se fondent dans la population. Donc on parle aussi d'endoctrinement, parce qu'il faut recruter de nouvelles personnes dans ce genre d'équipe qui fait du banditisme. Mais derrière, il y a aussi des liens avec des groupes comme Boko Haram. Donc finalement, on a l'impression que c'est bonnet, blanc, bonnet. Mais que fait l'État nigérien pour arriver à juguler ces rapts
qui n'en finissent pas et qui finalement font partie du quotidien des Nigériens. Je prends le cas de la nouvelle dirigeante, la nouvelle présidente de l'OMC, Ngozi Okonjo-Iweala, qui, elle aussi, lorsqu'elle était ministre de l'économie et des finances dans son pays de 2012 à 2016, a vu sa mère se faire kidnapper contre une demande de rançon. Et c'est pareil, il y a eu un rapt juste avant celui-ci où les autorités nigérianes n'ont pas eu d'autre choix que de payer la rançon demandée par les bandits. Donc, finalement, qu'est-ce que l'État nigérien fait? Mais c'est une pratique assez courante. Hein. Une personne qui travaille dans une multinationale, elle devait voyager pour aller au Nigeria, mais la société prenait en charge toute l'escorte de l'aéroport à l'hôtel. Elle était interdite de sortir de cet hôtel-là tant que sa mission n'était pas finie. Elle devait rentrer encore sous escorte jusqu'à l'aéroport. Parce qu'il voulait justement éviter qu'elle-même elle soit kidnappée alors qu'elle n'est pas nigériane. Mais après, pour moi... Est-ce que finalement la question à se poser, vu que ça dure depuis de nombreuses années et que c'est connu de tous, est-ce que finalement il n'y a pas une faille au niveau des forces armées nigérianes? Oui, non, mais à un moment, ça avait été décrié. Est-ce que ce n'est pas un business qui sert finalement voilà pourquoi ça continue. Il ne faut pas se leurrer non plus. Nous sommes en Afrique de l'Ouest. Vous savez très bien qu'on a tous nos pays, notamment nous, comme nos pays voisins, on n'a pas forcément de budget pour l'armement déjà. On n'a pas forcément les moyens pour équiper ces polices-là. Nous avons des pays qui sont dans la décentralisation, pratiquement au même schéma. Vous avez des zones qui sont plus urbaines que d'autres et d'autres qui sont plus éloignées. C'est vraiment difficile au ratio d'avoir un policier ou un militaire pour 10 habitants. Franchement, c'est un peu compliqué quand même. C'est un peu facile, je veux dire, d'accuser tout de suite le gouvernement. C'est pas pour les défendre, mais c'est quand même un peu difficile. D'autant plus que, comme elle a dit, la menace n'est pas, je veux dire, ils sont pas en tenue militaire, ils sont pas encagoulés. C'est des civils. C'est une forme de guérilla civile. Donc. Mais il y a 2 points, Serge. Le premier point, c'est que s'il y a déjà un problème, c'est un problème au niveau des renseignements. Ça, l'État n'a pas forcément besoin de grands moyens pour pouvoir faire, je sais pas moi, comment on le dit. De toute façon que chaque jour, des attaques terroristes, avoir un service de renseignement sont déjoués. Donc, de toute façon, le renseignement fonctionne. Le renseignement fonctionne. Il y a des pays qui ont des services, des systèmes de renseignement excellents. Deuxième point, quand on sait qu'on n'a pas les moyens... Oui, comme le Maroc, ça c'est la Côte d'Ivoire aussi. La Côte d'Ivoire, le Sénégal, c'est des pays qui ont des systèmes de renseignement excellents. Et c'est à chaque fois que vous allez dans des pays où il y a des problèmes de terrorisme et d'attaques régulières, c'est que dans ces pays-là, il y a une faille dans le système. Oui, mais en même temps, vous dites ça, mais l'un des pays qui est réputé pour avoir un système de renseignement assez... On va parler des États-Unis, ont quand même subi des attaques. Oui, mais bon, après, c'est 50 États. Vous déjouez en semaine ou dans un mois une cinquantaine d'attaques. Lorsqu'il y en a 2 qui réussissent, forcément... Oui, mais ce n'est pas le même ratio. C'est pas le même ratio qu'au Nigeria. Et l'autre point, moi, je me dis que quand un État n'a pas les moyens matériels, financiers, de gérer un problème, il y a les moyens politiques, il y a les moyens diplomatiques. On négocie, on essaie de voir comment on peut faire pour que ces gens-là se calment. En fait, pour moi, il y a toujours... Ils ont choisi leur politique, ils ne discutent pas, ils ne négocient pas avec les terroristes. Justement, comme ils ne négocient pas, c'est la population qui en pâtit tous les jours. Très bien. Donc, je pense que... il pourrait faire appel également au Tchad, qui est reconnu également pour sa force de frappe contre les terroristes. Non, mais c'est pas, en fait, là où c'est difficile, la force de frappe du Tchad, elle est militaire dans un premier temps. Mais là où c'est difficile, c'est que vous avez des gens qui se mêlent à la population. Vous faites quoi? Vous déployez l'armée contre un groupe qui est mêlé à la population. Là, par exemple, on dit qu'ils ont enlevé une centaine d'élèves. Bon, des gens ne savent pas où ils sont. Franchement, oui, parce qu'il y a des moyens de communication. Les élèves ont forcément des téléphones portables. Les bandits, je pense également, qui communiquent, même s'ils ne communiquent pas avec des téléphones de dernière génération. On sait qu'ils communiquent forcément avec des téléphones. Vous savez, c'est pas si simple. Voilà, oui, franchement, on a le bord sur ce plateau ici. On a le bord ici, on fait tous nos films dans nos têtes. Mais on s'inquiète surtout pour les enfants parce que c'est récurrent et c'est inquiétant. Voilà. Bon, je menais un débat pour la fin, donc j'ai gardé le sujet pour maintenant. On parle de l'autorité pour la bonne gouvernance. La haute autorité pour la bonne gouvernance qui a demandé aux députés de déclarer leur bien. Voilà, avant et... À la fin. Exactement. Alors, en gros, le président de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance, en la personne de Ngolo Coulibaly, a invité les députés de la mandature 2011 à 2016 et celle en cours à respecter la loi.
D'accord. Vous voyez un peu le rapport. Dans cette déclaration qui a été signée par son président, justement, les représentants du peuple qui n'ont pas déclaré leur patrimoine sont priés de le faire dans les meilleurs délais. Et pour résumer le communiqué, il est rappelé en substance qu'une loi du 20 septembre 2013 relative à la prévention et à la lutte contre la corruption et les infractions assimilées, ainsi que l'article 7 du décret 2014-2019 du 16 avril 2014, limite le délai à 30 jours après la prise de fonction ou début de mandat pour justement procéder à cette déclaration. Un délai valable également lors de la cessation de fonction ou de la fin du mandat. Le président a rappelé à l'ensemble des députés de la mandature, et celle qui est en cours de 2011-2016 et celle qui est en cours, qui n'ont pas encore déclaré leur patrimoine de début, qu'il faudra prendre toutes les dispositions nécessaires pour se conformer à la loi. Il est même allé plus loin en brandissant le fait que tout refus constitue un acte répréhensible, ce qui veut dire que ceux qui ne l'ont toujours pas fait sont en porte-à-faux avec la loi. Paradoxal quand on sait que c'est ces mêmes personnes-là qui votent les lois et qui sont censées donner le bon exemple. Mais on va revenir sur la sanction. Pour en revenir au président de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance, il a tenu à rappeler que cette sanction se pose en relation justement avec cette prévention et cette lutte contre la corruption. Il a rappelé que la procédure, il a même rappelé la procédure et le lieu de retrait des formulaires. Il en est arrivé là. Ils ne savent pas en fait. Oui, mais justement... Merci. Merci, laissez-moi finir. Merci de le préciser. Mais il a rappelé que le lieu des retraits des formulaires de déclaration sont disponibles au siège, je le rappelle, au niveau des préfectures, des régions, et même par Internet, quand même. C'est dire que voilà, on ne cherche pas ça avec une torche. Si on a envie de le faire, on le fait. La question à se poser aujourd'hui, c'est pourquoi encore en 2021 après toutes les promesses et les valeurs incarnées, on le voit ici sur le plateau quand ils viennent, pourquoi après tout ça, on est encore là? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, la haute autorité pour cette bonne gouvernance-là doit faire une déclaration qui est publique? Et alors qu'on sait que le linceul se lave quand même en famille, un public, pour rappeler à ceux qui votent les lois qu'ils doivent respecter les lois. Et pour revenir juste à la sanction, et c'est ça qui est intéressant, vous allez voir, je cite, « sont punis d'une amende égale à 6 mois de rémunération perçue ou à percevoir, soit dans l'emploi ou la fonction occupée à occuper, soit dans le mandat exercé ou à exercer, tout agent public qui refuse de déclarer son patrimoine ou fait une fausse déclaration de patrimoine. » Donc, ce n'est pas une suspension, ce n'est pas des peines de prison, c'est juste un montant, une amende qu'on va payer. En fait, il frappe là où ça fait mal, au niveau des finances. Non, mais en fait, justement, 6 mois de rémunération. 6 mois de rémunération. Un député, il est payé combien à peu près maximum? 2 millions maximum. 2 millions. Environ Okay. 2 millions, oui. Une personne qui a envie, qui prévoit de se faire corrompre ou qui est dans une situation de corruption, si elle va recevoir 1 milliard ou 100 millions, que vaudrait ces 2 millions multipliés par 6? C'est toujours de l'argent. Oui, mais je veux dire, si on fait le calcul, le jeu en vaut la chandelle en réalité. Et c'est pas assez dissuasif. La sanction n'est pas dissuasive. Oui, elle n'est pas dissuasive à mon avis. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Pensez vraiment que les pots de vin sont à hauteur de milliards dans l'hémicycle? Non, mais non, à part je parle pas de milliards, je dis centaines de 6 millions. fois de 12. La sanction vaut 12 millions. 12 millions, c'est globalement. C'est quand même 12 millions. Après, si on doit être corrompu pour... Enfin, après, on choisit de ne pas recevoir ces 50 millions ou d'être coupé de 12 millions. Après, vous voyez si est-ce que... Mais en fait, moi, j'ai deux questions, en tout cas deux interrogations. La première, pourquoi on n'a pas le nombre, en tout cas, de députés qui sont touchés par cette mesure, en tout cas par ce rappel? Ça aurait été plus intéressant dans le communiqué de donner le nombre de députés qui sont concernés par ce rappel à l'ordre. Pourquoi vous voulez qu'on dise ça? Je vais poser la question, sauf que l'information est publique. Pour rejoindre Rabia, justement, si on présente l'information comme ça, on aurait pu prendre le téléphone pour appeler les gens pour leur dire, écoutez, monsieur Kouachi, on attend que vous veniez... De 2011, il a parlé de la mandature. Imaginez, 2011 à 2016 et de celle en cours. Donc ça fait près de 10 ans que, je pense, le Parlement, en tout cas, fait des rappels, je pense, rappelle aux différents députés de s'en tenir à ce qu'ils doivent faire, donc faire la déclaration de patrimoine au démarrage de leur mandat et à la fin de leur mandat. Je pense qu'ils l'ont fait chaque année, certainement.
c'est à vérifier. Et si finalement ils sont obligés de faire une déclaration publique avec un communiqué sur la place publique pour informer les médias de cet état de fait, c'est qu'il y a problème, c'est qu'ils sont peut-être, ils ont le dos au mur finalement. Donc les lois que vous-même vous êtes ils ont juste envie de rappeler que c'est une disposition qui existe. C'est le paradoxe. Aujourd'hui, moi je me dis que c'est un événement très édifiant pour les électeurs. Quand les députés font des promesses, surtout ils mettent en avant tout le temps l'intégrité. Ça commence par ça, devoir au moins respecter les lois que nous-mêmes on vote à l'Assemblée nationale. Et là où c'est délicat, justement, c'est que, comme disait Edith, et comme on ne connaît pas le nombre des indélicats, on peut imaginer que c'est toute la corporation, parce que vous êtes en train de dire, non, les députés qui viennent... Même non, si c'est une seule... mais c'est ça, justement, malheureusement. Même si c'était un seul député, je pense qu'un seul député, bon, ok, ça n'aurait pas été insignifiant, mais ça aurait été une information intéressante à avoir. Mais juste donner l'information sans qu'on sache le nombre de députés qui sont concernés, c'est nous qui les élisons. Donc on a le droit de savoir. Si vous mettez l'information sur la place publique, c'est qu'il y a péril en la demeure, c'est qu'il y a un problème. La haute autorité de la bonne gouvernance, qui est là depuis, je pense, 4 ou 5 ans, fait son travail. Donc derrière, il faut que vous-même vous donniez l'exemple à peut-être vos, que, madame, je viens d'avoir une idée, ou peut-être que, pour l'instant, ce n'est qu'une interpellation. À partir de la sanction, vous saurez... Non, pour l'instant, on l'interpelle. Oui. Donc, quand ils vont peut-être passer à la phase de sanction, vous aurez peut-être le nom des personnes des contrevenants. Mais par contre, il y a une information qui est rendue publique, hein, avec le nom des personnes et tout. C'est la liste des personnes qui ont déclaré leurs biens, mais bon, c'est dans un cadre plus global. C'est à peu près plus de 2000 et quelques, à peu près 2230 personnes en 2017, de fonctionnaires publics en 2017 qui ont déclaré leurs biens. Je pense que quand même, on est dans un bon esprit et puis dans une bonne dynamique. Mais quand il s'agit de députés, pour moi, un député ou 10 députés ou même toute l'Assemblée nationale, c'est pareil. Mais ils rendent des comptes à la population qui les a mis là. Justement. Les députés vous auraient demandé, Madame Diallo, qu'est-ce que vous pouvez me déclarer ce soir? Quoi? Un véhicule, 2 véhicules. En fait, l'origine de leur... un bien immobilier, comme on l'a dit ici. Parce que quand même, Johnny Pacheco, celui qu'on connaît, ici, nous a dit il est propriétaire d'un bien immobilier en Europe. Donc, c'est important de savoir au début et à la fin des mandats pour pouvoir faire la comparaison, je pense, de ce qui a été perçu ou a été gagné pendant le mandat. En tout cas, ce que j'ai noté aussi dans le communiqué, c'est que le communiqué du vice-président de l'Assemblée nationale, c'est que les préfixes n'ont pas été mis sur les anciens numéros. Ça, c'est important aussi à truc. Je pense que l'information n'est pas encore aussi passée à leur niveau. Ok, donc c'est à cause de ça qu'on n'arrive pas à les joindre. Peut-être, pourquoi pas. Qu'ils ne viennent pas déclarer. Oh non, pourquoi pas. C'est gros ça, c'est gros. C'est gros ça, c'est gros. En tout cas, on demande à nos députés de déclarer, voilà, leur bien. Je me demande pourquoi ça pose problème en vrai, parce que je veux dire finalement c'est... Non, ils ont voté de toute façon, c'est une loi qu'ils ont votée, donc ça a eux de... C'est une question de principe. Voilà, de principe. Moi, franchement. Il ne fallait pas la voter tout simplement. On dirait que la plupart sont d'accord, c'est quelques-uns qui traînent encore les pas. Voilà. C'est quelques-uns voilà, dans le chef. Ils traînent encore les pas. Oui. C'est pas qu'ils ont une volonté peut-être de cacher, ils traînent les pas. Ils n'ont pas eu le temps, ils étaient occupés. Voilà. De toute façon, le délai arrive. Oui. On saura qu'ils traînent les pas. Et puis, ils ne pourront pas dire qu'ils ne savent pas où c'est, parce qu'on l'a indiqué. Jusqu'à le site internet, tout est là, hein, toutes les informations sont là. Et je n'ai pas, enfin, après c'est une déclaration avec, voilà, assez longue, je ne pouvais pas tout dire, mais même le numéro de téléphone, les numéros de téléphone, sans préfixe. Voilà, non, ils étaient à jour quand même, mais il a précisé que voilà tel numéro, vous pouvez joindre telle personne avec tel email, tel numéro de téléphone pour plus d'informations, tout est sur le communiqué. Ouais. Donc voilà, il a été assez clair et je pense que c'est la dernière étape. Avant la sanction. Voilà, avant la sanction. Mais bon. Mais madame, je vous rassure, en ce moment, pour le basculement, vous avez toujours la possibilité Jusqu'au 28 février, voilà, vous avez la possibilité de lancer les anciens numéros. Oui. On va rediriger vers votre opérateur. Je suis tellement tatillonne sur les... Si. Celui que nous recevons aujourd'hui se définit lui-même comme étant un serial entrepreneur. Il est promoteur de la plateforme Investir au pays. Philippe Simon est avec nous. Bonsoir Philippe. Bonsoir. Comment ça va? Ça va très bien. Merci d'être avec nous ce soir. Merci à vous. Alors, donc, serial entrepreneur, déjà, on va définir. C'est quoi un serial entrepreneur? On entend des serial killers, mais la serial entrepreneur, il n'y a aucun lien, je sais. J'espère. Non, simplement pour signifier qu'on entreprend dans plusieurs domaines et qu'on a plusieurs activités, tout simplement.
Oh, très bien. Alors justement, vous avez investi dans l'agriculture au Cameroun. Avant cela, vous étiez consultant industriel dans le nucléaire, le gaz et le pétrole, après des études d'ingénieur en France. Comment on part du titre de consultant industriel à celui d'entrepreneur? Alors, en général, la plupart du temps, je pense que les gens tombent dans l'entrepreneuriat de manière hasardeuse. En tout cas, c'est ce qui m'est arrivé. J'étais parti pour, à la base, effectivement, faire des études et une carrière d'ingénieur. Mais on va dire que très rapidement, j'ai senti que ce n'était pas vraiment mon truc. C'est-à-dire que je faisais ça, j'étais plutôt bon, entre guillemets, dans ce que je faisais. Et surtout bien payé. Oui, c'était bien payé. Oui, c'était bien payé. Mais ça ne faisait pas vibrer mon cœur. Et je pense que quand quelqu'un veut être épanoui, il faut qu'il puisse réunir 4 grands axes. C'est ce qu'on appelle en général l'ikigai. C'est-à-dire qu'il faut faire ce qu'on aime, ce pourquoi on est doué. Parce qu'on peut aimer quelque chose, mais ne pas être doué dedans. Oui, ça c'est vraiment le foot. Voilà. Par exemple, moi j'aime bien chanter, mais j'ai pas le don. Voilà. Ouais, il n'est pas Donc- le seul. Donc il faut aimer, il faut avoir le talent. Le talent. Il faut que ça rapporte de l'argent. Parce que c'est ce qui pose souvent des problèmes, c'est qu'on aime quelque chose, on est bon dedans, mais comme ça ne rapporte pas d'argent, ben, au bout d'un moment, on laisse tomber. Il faut que ça rapporte de l'argent. Et mon boulot correspondait à ces 3 trucs-là. Mais il y avait une 4e composante qui manquait, qui est essentielle, c'est qu'il faut que ça ait du sens pour sa vie. Parce que parfois, on se lève le matin, on gagne même bien sa vie, mais on se demande à quoi ça sert ce que je fais en fait. Je suis bon dedans, je suis parmi peut-être les meilleurs, je suis bien payé même. Mais au final, et c'est ce que j'avais moi, c'est-à-dire je travaillais dans le nucléaire, je travaillais pour Areva, UDF, des grands groupes français. Au final, ça ne correspondait pas avec mes valeurs. Moi qui parlais tout le temps d'Afrique, de développement, mais tu bosses pour Areva. Tu bosses pour EDF et tu es le premier à dire que ce qu'ils font en Afrique et à critiquer. Donc il y avait un problème de sens, clairement. D'accord. Donc pour nos téléspectateurs, c'est très intéressant ce que vous dites. On va récapituler. Faire ce qu'on aime. Oui. Ah oui, ok. Savoir. Faire ce qu'on aime, faire ce pour quoi on est talentueux, faire quelque chose qui va nous rapporter de l'argent et quelque chose qui a du sens pour nous. Très bien. Bien Alors, noté. moi, j'ai une question. Bien sûr. Vous invitez les Africains de la diaspora à investir en Afrique. Et est-ce que vous sentez quand même ce nouveau souffle on parle du phénomène de repat, des gens qui rentrent en Afrique pour investir. Est-ce que vous le sentez ou est-ce que vous pensez que voilà, c'est toujours pas quelque chose C'est juste un d'impactant, concept. voilà, que c'est un concept qui n'est pas quelque chose d'impactant. Et si c'est le cas, quels sont les obstacles qui freinent leur prise de décision selon vous? Justement, c'est très intéressant de la deuxième question parce qu'en fait, la première chose que je veux dire, c'est que partout où je vais, et je voyage beaucoup pour rencontrer la diaspora, il y a quelque chose que je remarque et qui est fondamental et qu'il faut dire, c'est que peu importe là où les Africains sont, l'Afrique est dans leur cœur. Même les plus grands critiques de l'Afrique ont l'Afrique dans leur cœur. Ça, c'est ce que je remarque partout. Pardon? Vous pouvez dire ça des dirigeants qui sont tant décriés par les Africains eux-mêmes? Je parle de la diaspora. Ah, ok. Non, voilà. Je parle de la diaspora partout où je vais, que ce soit aux États-Unis, en France, au Canada. Partout là où je rencontre des Africains, même s'ils sont bien implantés dans les pays dans lesquels ils sont, leur cœur est en Afrique. Ouais. Donc ils ont quelque leur part... corps La en manifestation, Afrique, la voilà. manifestation de la présence de l'Afrique dans leur cœur, là, c'est quoi? Voilà. C'est juste avoir une carte d'Afrique pour dire ça y est, nous, ou bien de Un dire ça y est, t-shirt. l'Afrique est dans notre cœur. Mais derrière, il faut des actes précis. Est-ce qu'entre avoir l'Afrique dans son cœur et poser des actes pour démontrer qu'on a cette Afrique dans notre cœur, est-ce que souvent il n'y a pas un fossé? Et c'est là la deuxième question. Ouais, C'est- justement, et moi j'ai même envie d'aller plus loin que la question de Brice. Est-ce que quand même il y a eu une évolution entre les 50 dernières années et maintenant? Est-ce que quand même je veux dire, on sent quand même cette envie de retour vers l'Afrique et c'est pourquoi on a parlé de repat. Est-ce qu'il y a quand même eu ce changement? Est-ce qu'il est réel ce changement-là? Alors, je pense qu'il est important, et ce que je vais dire là peut-être déplaire à certaines personnes, mais il faut que ce soit dit. Il ne faut pas oublier qu'un être humain réagit beaucoup en fonction de son environnement. Et ça, je pense que pour ceux d'entre vous qui ont voyagé, vous le savez très bien. Quand on est en Europe, on a une vision très négative de l'Afrique. Parce que tout ce qu'on entend de l'Afrique en Europe ou en Amérique, en Occident, est négatif. Et vient surtout des médias. Bien sûr. Et moi, j'ai fini par me poser la question en réalité. C'est, mais pourquoi est-ce qu'on passe le temps à dire aux gens que l'Afrique, c'est l'enfer, entre guillemets, ou c'est le voisin de l'enfer? Et pourtant, quand on va en Afrique, on a plein de boîtes occidentales qui viennent Des chaque jour. multinationales, oui. À qui est-ce qu'on veut donc faire passer le message qu'il ne faut pas aller en Afrique? Moi, mon analyse, c'est de croire qu'aujourd'hui, ceux qu'on veut décourager de revenir en Afrique, ce sont les Africains qui sont en Europe. Parce qu'au final, les Africains font tourner beaucoup d'économies en Europe. De par leurs compétences, de par les finances qu'ils génèrent, de par les positions qu'ils ont. Ce serait quelque chose d'énormissime si toutes ces personnes-là ramenaient leur expertise et leur argent en Afrique. Et c'est mon combat.
Vous parlez de combat, ça veut dire que c'est pas très facile. Ça veut dire qu'il y a un travail de mentalité déjà à abattre. Sauf qu'effectivement, il y a aussi le préjugé culturel. Lorsque tu vas en Europe, tu es celui qui a réussi. Aujourd'hui, un matin, vous décidez de revenir pour aider vos frères. Ça peut ne pas marcher. Bien sûr. Donc certains ont préféré rester là-bas sans forcément qu'on leur dise que l'Afrique c'est l'enfer. Ils ont juste envie de conserver une certaine position. Est-ce qu'ils partagent ça avec vous également? Et c'est là que je leur dis, on vous trompe. Et mon message est très clair avec la diaspora et avec les Africains qui sont sur place, parce que beaucoup ici rêvent d'Europe. J'aime bien le dire, si on ouvre nos frontières, on fait free visa, le continent se vide, hein, parce que beaucoup de gens ont cette illusion de penser que le bonheur est ailleurs. Et ce que moi je constate justement, c'est qu'en fait, le bonheur, tu te le fais toi-même en réalité. Je suis allé en Europe, en Amérique, un peu partout, et il y a des gens dans ces pays-là qui sont très pauvres et qui vivent dans ces pays-là. Qui sont nés dans ces pays. Qui sont nés dans ces pays-là. Qui sont des qui sont même très nationaux. pauvres. Oui. Hein. La pauvreté n'est pas liée à un endroit. Il y a des gens en Afrique qui s'en sortent très bien. Et vous pouvez faire le constat, même dans les villages les plus reculés, il y a toujours des gens dans ce petit village-là qui s'en sortent mieux que d'autres. Mais certaines mentalités disent mieux vaut être pauvre dans un pays développé que pauvre dans un pays pauvre. Eh ben pour moi, c'est un gros mensonge. Déjà, c'est quoi un pays développé et comment les pays se sont développés? Il faut que les Africains prennent bien conscience que ce qu'ils font quelque part, aujourd'hui en Occident en tout cas, peut s'apparenter à de la fainéantise. C'est-à-dire qu'on vient dans un pays qui s'est complètement développé et on veut juste bénéficier. Mais il faut bien comprendre que les gens qui ont développé l'Europe et l'Amérique n'ont pas bénéficié du travail qu'ils faisaient. Les gens qui ont construit la Tour Eiffel ne savent pas ce qu'est devenu la Tour Eiffel. Les gens qui ont construit les métros, les RER, sont morts en construisant ça, parce qu'ils ont bâti pour les générations à venir. Et tant que les Africains ne comprennent pas qu'on a besoin de générations sacrificielles, des générations qui vont travailler en se disant « je travaille pour mes enfants et mes petits-enfants », on n'ira nulle part. Il faut que des gens se sacrifient, comme ça s'est fait partout ailleurs. On va en Europe bénéficier du sacrifice que les Européens ont fait pour leur pays. Qui va le faire chez nous? Quel est votre cheval de bataille? J'ai envie de dire, quels sont les axes que vous abordez dans votre planification justement pour mener ce combat-là? Alors, il y a bien évidemment une partie mindset, parce que je suis convaincu que le changement part de la manière de voir le monde, et que c'est la première chose. Les gens ont décidé que le rêve américain, les États-Unis étaient l'endroit dans lequel tout le monde pouvait réussir, et qu'on pouvait venir avec $10 et devenir millionnaire. Mais dans mon boulot d'entrepreneur aujourd'hui, dans lequel je vais à la rencontre des entrepreneurs et que je questionne, je me rends compte qu'en fait, il y a tellement de belles histoires en Afrique. J'ai rencontré dans ma vie des gens qui étaient balayeurs de rue, qui sont milliardaires. Des gens qui étaient cordonniers, qui sont milliardaires. Et des histoires comme celle-là, beaucoup d'entre nous voient des milliardaires en Afrique. Ils ne savent pas d'où ils viennent. Est-ce que c'est pas le ratio? Ils sont combien ces milliardaires-là, ces balayeurs qui sont devenus milliardaires, à côté de tous ceux qui sont balayeurs, qui sont toujours balayeurs? Alors ça, c'est ce qui est intéressant aussi, c'est que justement, combien sont des balayeurs aux États-Unis qui sont devenus milliardaires? C'est juste que les peu qui le sont... En fait, il faut bien comprendre, ce que moi j'analyse, c'est que quand on vous fait croire qu'il y a un rêve quelque part, vous y allez pour accomplir quelque chose. Si on vous dit que, et c'est ce qu'on voit en général, c'est que les jeunes quittent l'Afrique en se disant c'est quand je vais arriver en Europe que je vais réussir. Donc du coup, quand ils sont en Afrique, ils sont passifs. Ils se disent que c'est en Europe que je vais maintenant me déployer. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe? C'est quand il arrive en Europe qu'il se déploie et qu'il réalise des choses. S'ils se déployaient en Afrique comme le font X, Y, Z, ils auraient des résultats. La question, en fait, si je vous ai posé la question, c'est pour savoir, parce que je me dis qu'en principe, de ma perception à moi, vous avez tendance à dire le on vous fait croire que là-bas c'est le rêve. Ce on-là, c'est eux, c'est les Occidentaux qui, eux, vendent, Pas que. à la base, qui, eux, vendent leur pays. Oui. Et c'est normal, c'est tout à fait normal par sûr. certaines vitrines, notamment la communication, notamment La culture. le cinéma, la culture et tout. Et ils parlent d'eux. Et ce message-là, nous, on l'ingurgite et on l'avale depuis, puisque on n'a que eux comme... c'est eux qu'on regarde. Donc justement, moi, je me dis que ce travail-là, ce combat que vous menez, doit passer déjà par la sensibilisation au niveau de l'Africain. Il faut qu'on apprenne à parler de nous. Parce que si vous entendez que là-bas, l'Afrique, c'est le diable, c'est simplement parce qu'ils décident de parler du mauvais côté de l'Afrique. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait, nous? Quand vous arrivez ici et que vous êtes sur Live TV, par exemple, la télévision s'enchaîne, vous parlez d'entrepreneurs, on raconte ce genre d'histoire-là, ce genre d'initiative, je pense qu'il faut encourager. Et ça doit commencer, je pense, par ce taxe-là. Sensibiliser l'Africain. Il faut se dire la vérité. Comme je disais, je voyage un peu en Afrique. Partout où je vais, dans les aéroports ou même à la télévision, je vois France 2, je vois France 24, je vois TV5 dans les aéroports africains. Commençons à parler de nous-mêmes. Et après, on apprendra à s'écouter et à se Est-ce voir. que c'est la France qui vient de dire qu'on doit mettre TV5, France 2 à l'aéroport d'Abidjan? Parce que je l'ai vu à Abidjan, je l'ai vu à Douala, En fait, je le vois à Dakar. il faut sortir de la propagande. C'est nous-mêmes aussi, Oui, quelque part. effectivement. On encourage ça.
Effectivement. Alors Philippe Simon, j'ai aussi une question. Vous avez parlé de motiver les Africains de la diaspora à revenir dans leur pays parce que c'est possible, parce qu'on peut investir, on peut devenir entrepreneur et bien gagner sa vie. Mais est-ce que vous n'oubliez pas une équation, une variable qui est aussi importante, le problème structurel de nos pays africains? Et quand je parle de problème structurel, je parle de gouvernance, je parle de nos hommes politiques. Est-ce que vous pensez que ces différents facteurs, on a des présidents dans certains pays qui sont là depuis 30 ans ou 40 ans, avec une gouvernance qui pose problème, est-ce que vous pensez que ça peut motiver des personnes qui sont soit nées à l'étranger et qui sont allées travailler? Est-ce que ça peut les motiver à revenir, sachant que pour créer une entreprise, on a des difficultés, pour pouvoir se soigner, on a des difficultés, pour pouvoir même vivre en sécurité, on a des difficultés, avec des menaces de coup d'État, par exemple. Alors justement, après ce qu'on dit, il y a ce qu'on vit, parce que ce qu'elle vient de décrire là, c'est la réalité, c'est du concret. Alors, bien sûr, des études ont été menées par des cabinets très sérieux, dont je ne ferai pas la promotion ici, qui ont démontré qu'il n'est pas plus difficile d'entreprendre en Afrique qu'en Europe. Les difficultés sont différentes. Ce sont des difficultés d'ordre différentes. On a des difficultés structurelles, effectivement, en Afrique. Il faut bien avoir conscience qu'il y a beaucoup plus d'entrepreneurs en Afrique qu'en Europe, beaucoup plus. Le problème des business en Afrique, c'est que ça reste des petits business. C'est-à-dire que vous allez avoir la maman... Dans l'informel. Voilà, vous avez de l'informel, vous avez la maman qui a son business d'attiquer, vous revenez 10 ans après, elle est au même endroit en train de faire le même business. Mais peut-être parce qu'elle n'est juste pas accompagnée par les structures qui devraient le faire. Peut-être que la microfinance n'est pas assez développée, peut-être qu'il n'y a pas assez de... Peut-être que les banques demandent beaucoup de choses et qu'il n'y a pas d'accompagnement justement pour que... Ça ne sert à rien qu'on dise qu'on a 50 000 entrepreneurs informels et qu'après, au bout de 10 ans, ils restent encore à ce stade où je suis d'accord. Donc ça veut dire qu'il y a effectivement un problème. Il y a un problème de formation des entrepreneurs. Je suis d'accord, de formation, d'accompagnement, de suivi de ces entrepreneurs, financièrement. Mais au-delà de l'accompagnement, il faut bien le dire. Au-delà de l'accompagnement financier, je pense que le premier blocage que l'on a, il est vraiment dans nos têtes. Je tiens vraiment à dire ça. Mais comment vous arrivez à rassurer les entrepreneurs, ces personnes de la diaspora que vous formez et que vous coachez? Comment vous arrivez à les rassurer sur cet état de fait? Parce que forcément, on vous retente ça à chaque fois, le niveau politique, ce genre de choses. Par exemple, j'ai investi en Afrique dans plusieurs pays, au Cameroun, en Côte d'Ivoire maintenant, c'est pour ça que je suis là, au Sénégal. J'ai investi dans plusieurs pays en Afrique et je montre ce que je fais. Ce qui est scandaleux pour beaucoup de gens, c'est que je montre comment je travaille, comment je gagne de l'argent. C'est filmé, c'est visible. Et je n'ai pas de problème. Je ne connais pas de président ni de ministre. Je suis un citoyen lambda. Bon, on me dira peut-être que j'ai de la visibilité aujourd'hui. Mais avant d'avoir de la visibilité, je travaillais déjà il y a beaucoup d'années. Donc aujourd'hui, j'ai de la visibilité, mais depuis quelques années, même dans l'ombre, je n'ai pas eu de problème. Je ne dis pas que personne n'a de problème, mais je dis que c'est possible. Je le fais, d'autres le font. L'un des gros problèmes chez nous, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est le secret. Les Africains ont le culte du secret. Ouais. On ne partage pas sur le succès. Et du coup, le succès est devenu quelque chose de mystique. Les gens ont l'impression que si tu réussis, tu as volé, tu as couché, tu as tué, tu as triché. Donc du coup, c'est ça qui est devenu institutionnalisé. Est-ce que c'est pas par rapport à nos zones francophones en général, dans les zones francophones, on a la culture du secret. Chez les anglophones, c'est pas différent. Ils ne sont pas beaucoup plus riches que nous. Hein. On aime beaucoup déifier les anglophones, mais en réalité, quand on voit les PIB autres, ils sont décomplexés. Voilà, ils sont décomplexés, mais la Côte d'Ivoire en avance sur beaucoup de pays anglophones, le Cameroun, ainsi de suite. Donc je veux bien qu'ils soient décomplexés, mais dans les faits, ils ne sont pas forcément non plus au niveau là où ils voudraient être. L'objectif est d'inciter les Africains de la diaspora et même ceux d'ici à investir au pays, car on est mieux que ce soit. Cette assertion-là sonne très très bien dans notre tête. Et Rabia a une question pour la suite. Bah oui, justement, quand tu parles de on est bien mieux que chez soi, et moi j'ai envie quand même de rebondir sur un point qu'il avait évoqué, sur le fait qu'on vend du rêve quand on est à l'étranger. Moi, je trouve que ce n'est pas du tout le cas. Aujourd'hui, quand on est un Africain et qu'on ne gagne absolument pas grand-chose dans son pays par heure ou bien un salaire totalement dérisoire et qu'on réussit à aller aux États-Unis et que pour une tête tressée, tu gagnes 180 à 200 $, il n'y a pas photo. Ça dépend du niveau de vie aussi. Mais même si... Non, après, les filles trouvent toujours un moyen de s'arranger. Elles gagnent bien leur vie, elles vivent très bien avec ça. Elles vivent très bien? Oui. Je relativise. On peut relativiser, mais elles arrivent à économiser de l'argent et à construire. Qui a dit qu'on fait une coiffure à 180 $? Je l'ai vu, 180 à 200 $ par tête. Ce sont les tarifs? Ce sont les tarifs par tête. À Washington, aux États-Unis? Oui, à Washington, D.C., que j'ai vu de mes propres yeux, que j'ai entendu de mes propres oreilles. Quand on voit le Maroc, par exemple, on remarque qu'il y a une forte immigration qui est en train de se faire dans ce pays parce que les Africains francophones
peuvent avoir la chance d'être recrutés dans des centres d'appel pour pouvoir gagner leur vie et que justement dans ce pays-là, précisément, la vie est moins chère qu'ici. Donc, oui, ce que je veux dire, c'est que aujourd'hui, c'est bien de dire que c'est beau, on nous vend du rêve, mais c'est important aussi de préciser que quand on ne part pas parce qu'on ne croit pas en l'Afrique, mais parce qu'on a vraiment besoin on a des éléments en fait palpables qui sont réels et qui existent dans ces pays-là. C'est normal. Ouais, Je pense que l'être humain est à la recherche du bonheur. Donc c'est normal qu'on ait envie d'aller là où on pense qu'on va rendre sa famille heureuse et épanouie. C'est même responsable, à la limite. Mais qui renie sa mère parce qu'elle est pauvre? Monsieur Simou. Qui dit de sa mère que parce que tu es pauvre, je ne te fréquente plus? En fait, quelque part, ce que je veux juste te dire, c'est que l'Afrique aujourd'hui a cette image-là, mais il faut bien juste que l'on comprenne que si nous, on ne travaille pas pour l'enrichir ou pour lui donner la place qui est la sienne, personne ne le fera. Et il faut bien avoir conscience que l'Europe, au XVIe siècle, au XVe siècle, était plus pauvre que l'Afrique aujourd'hui. Mais l'Europe s'est développée évidemment par le changement de conscience, mais aussi par la bonne gouvernance. Je pense que le premier travail à faire aurait été peut-être de faire en sorte, en tout cas, qu'il y ait ce sursaut-là de la part des gouvernants avant que les populations puissent suivre. Alors, après, chacun fait son placement de priorité. Chacun fait son placement de Je veux te dire priorité. quelque chose de très important par rapport à ça, c'est que je suis absolument d'accord qu'on a besoin de changement dans la gouvernance, qu'on a besoin d'un meilleur leadership. Mais je pars du principe que je ne peux pas agir dessus. Je ne vais pas passer ma vie à critiquer les gouvernements. Ça ne me fait pas avancer, ça ne fait pas avancer le continent. Qu'est-ce que je peux faire à mon niveau pour que les choses s'améliorent pour ma famille, Alors, Monsieur Simon, pour mon quartier, pour ma ville? J'ai une question très pragmatique. Je suis un Ivoirien de la diaspora. Je vous écoute, vous êtes en face de moi. Vous me dites que vous avez des business, vous investissez au Bénin, au Cameroun, en Côte d'Ivoire. Oui, votre profil est intéressant. Je me dis, pourquoi pas, j'ai envie de faire comme vous. Quels sont les secteurs d'investissement, on va dire, les meilleurs secteurs d'investissement en Afrique que vous pouvez conseiller? Je rajoute, quels sont notamment en les Côte d'Ivoire. outils dont il peut se servir pour pouvoir atteindre ses objectifs? Ok, 2 points. En réalité, il y a des études qui ont été menées qui ont démontré les secteurs qui produisaient le plus de multimilliardaires en Afrique. Ah. Ouais. Là, ça vous intéresse. On est tout tuyé. Et fondamentalement, c'est 5 grandes industries. On a la cimenterie, on a la brasserie, j'aime bien boire. On a la banque, on a les télécoms, Ouais. et puis il y a une 5e qui ne me revient pas. Les mines, peut-être? Les mines et pétrole. Parfait. Très bien. Je crois que je ne sais pas ce que vous faites ici. Allez, on y va. Tous les soirs. Je voulais prendre note même. Vous regardez les Les médias, multimilliardaires en mais les Afrique. médias aussi quand même. Moi, je vais citer les médias. C'est une étude. Vous regardez les multimilliardaires en Afrique, vous allez vous rendre compte. Bon, on en a dans les médias. Voilà, c'est une étude. On en a. Il y en a. On en a. Oui, Non absolument. mais tous les secteurs que vous venez de citer, c'est pas des secteurs dans lesquels on rentre avec 100 000 avec francs. Quoi, tout, voilà, c'est ce que je voulais dire. Vous avez demandé quel était le secteur le Pour plus devenir porteur. multimilliardaire, je pense qu'il faut être milliardaire à la base. Voilà, il faut De avoir ce une que bonne vous base dites là. et un bon capital, un Comment bon financement. commencer Voilà. pour après En réalité, la question, et c'est là où je pense que les Africains, on a joué un jeu très dangereux. C'est qu'on a sauté une étape. C'est très connu, hein, le secteur primaire, secondaire, tertiaire. Le primaire, c'est l'agriculture, c'est la base. On ne produit pas assez. Il faut bien avoir conscience que 37%, déjà aujourd'hui, l'Afrique dépense des milliards chaque année pour acheter de la nourriture à l'extérieur. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, l'Afrique perd 37% de ses récoltes agricoles. 37%. C'est-à-dire que déjà en récupérant ça, on comblerait un gros gap. 37%. Et ensuite, il faut bien savoir que On dit ces de l'Afrique. le continent, en domaine global, 37% de nos récoltes sont perdues sur le continent. Il y a des inégalités, bien sûr. Et ça, ce sont les chiffres de la Banque africaine de développement. Oui, tout à fait. chaque 37%. Ce qui équivaut à 48 milliards de dollars. Il faut bien savoir que le PIB de la Côte d'Ivoire en 2018, c'était 43 milliards de dollars. Donc rien que les pertes alimentaires, c'est toute la richesse de la Côte d'Ivoire sur le continent. Donc c'est énorme. C'est déjà énorme ce qu'on perd aujourd'hui. Et pourquoi on perd? On connaît les raisons. On ne sait pas aujourd'hui transformer nos produits. On ne sait pas les stocker pour ne pas les perdre. Donc les problématiques sont connues et il y a des solutions pour les résoudre. Premier point. Deuxième chose, c'est que toutes les économies qui se sont développées parce qu'elles ont su faire leur révolution agraire. On n'a pas su le faire en Afrique. Ça me fait très mal. Qu'en 2021, en Afrique, on utilise la houe. Vous faites de l'agriculture. La daba. La daba. C'est des outils du 15e siècle? 15e siècle. Mais c'est avec ça qu'on fait de l'agriculture en 2021, dans beaucoup de nos pays. C'est anormal. Quand on a commencé à suffisamment produire, l'étape d'après, c'est qu'on transforme. C'est l'une des raisons pour lesquelles beaucoup d'agriculteurs en Afrique sont pauvres. Le monsieur qui cultive le cacao est pauvre. Et il faut le dire, c'est pourquoi beaucoup de jeunes ne veulent pas faire d'agriculture. Parce que quand ils regardent le papa qui est
agriculteur et qu'il le voit avec son pantalon déchiré, il n'a pas envie de ça. Clairement, il préfère aller dans un petit bureau, même s'il a 100 000 ou 50 000, il préfère le bureau parce qu'il voit au moins la clim, il voit, voilà. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple type, par exemple, d'un jeune qui investirait avec une somme minimale dans l'agriculture et qui arriverait à s'en sortir par un certain schéma que vous pourrez... Alors, par exemple, moi, je fais des formations. L'une de mes formations qui marche le mieux, c'est une formation dans laquelle j'explique aux gens qu'on peut se lancer dans l'élevage de poulets, de chair, avec moins de 2 000 €. Je parle en Europe, là, j'explorerai dans 1,3 million en Afrique. Moins de 2 000 €, on peut lancer un élevage de Vous poulets. n'avez rien de moins cher que le capital à nous proposer. On peut aller beaucoup plus bas. Alors, si vous regardez ma chaîne... Moi, personnellement, je pense que quand on va trop bas, ça devient moins réaliste. Bon, dire qu'on peut faut montrer partir à qu'on en a 300 francs envie, CFA voilà. pour devenir multimilliardaire, ça Non, on commence à peut même devenir partir de utopique. zéro. En fait, il faut juste comprendre Ouais. plusieurs choses. C'est-à-dire, même pour quelqu'un qui n'a pas d'argent, il peut entreprendre. Et la technique, quand on va entreprendre, quand on n'a pas d'argent, c'est de faire de la mise en relation. C'est-à-dire mettre quelqu'un qui a un besoin avec quelqu'un qui a de l'argent. C'est-à-dire, par exemple, on peut voir ça avec le domaine immobilier. Je mets en relation quelqu'un qui a un appartement avec quelqu'un qui veut le louer. J'ai une commission. D'accord, Donc, pas de problème. Donc, restons sur l'exemple des 1 200 000. On verra où est-ce que ça nous mène. Si ça nous apporte le milliard, on va économiser. c'est petit à petit. Voilà, vous avez parlé d'investir au pays, donc cette plateforme que vous avez créée en 2018. Oui. Comment ça fonctionne, les formations et quels sont ses acquis depuis sa mise en place? Alors, nous, on est très contents parce que beaucoup de gens croient qu'on est notre plus grande joie, c'est le nombre d'abonnés. Non, c'est pas du tout ça. On est très contents. Les gens croient que c'est ça. Ouais, vous avez beaucoup d'abonnés. Non. Notre vraie fierté, c'est de voir justement des gens qui ont été salariés et n'avaient qu'une seule source de revenus, ce qui est la base de la pauvreté, n'avoir qu'une seule source de revenus, et qui aujourd'hui, on peut diversifier leurs sources de revenus grâce à des formations qu'ils ont prises chez nous pour lancer des business en Afrique. Il faut bien savoir que la diaspora, une grande partie de son épargne est envoyée au pays pour de la subsistance, parce qu'on aime bien dire que la diaspora envoie beaucoup d'argent en Afrique. Mais cet argent ne sert pas vraiment au Payer développement. de la nourriture, C'est pour payer de la aux nourriture. parents, des médicaments. Voilà. Et moi, ce que je dis aux gens, c'est que tu vas passer toute ta vie à faire ça. Rends-les autonomes. Et il faut arrêter avec ce mythe de la diaspora qui fait du chantage parfois à sa famille parce que c'est lui qui envoie de l'argent et qui peut se permettre de dire « oui, mais c'est moi qui vous ai fait ceci ». Il faut redonner de l'autonomie aux gens et de la fierté. Il faut que tes frères, tes sœurs puissent travailler parce que tu as peut-être initié un business, mais qui travaillent à la sueur de leur front et qui permet qu'ils puissent regagner. Parce que le problème de chez nous africains, c'est ça, c'est cette mentalité. Est-ce que vous Le avez temps de la main. un exemple concret d'une personne, sans citer de nom, juste un exemple qui a réussi cette transition Comment il va vous de dire salarié à, j'en ai voilà, beaucoup. qui a créé un business, un exemple qui vous a marqué? J'en ai beaucoup, même en Côte d'Ivoire, oui, bien sûr. Un exemple marquant, juste marquant. Toutes les histoires sont belles, donc ça dépend de sous quel angle on les montre. Mais oui, par exemple, un de mes élèves ici en Côte d'Ivoire, c'est très drôle son histoire parce que lui, il a clairement dit, il a même témoigné sur ma chaîne en disant qu'il est venu prendre une de mes formations parce qu'il voulait démontrer que c'était du pipeau. Ok. Ça c'est il bien, voulait non? vous bloquer. Voilà, c'était pour dire, en fait, il raconte des bêtises et ce qu'il fait sur Internet, ça ne marche pas. C'était son objectif. Très bien, 15 Ok. secondes pour votre question. Ok. Et finalement, il a pris la formation, Vous il venez s'est de lancé, il répondre à gagne la de question l'argent que j'avais envie de vous poser, Oui. donc je ne la poserai pas. avec ça. Moi, j'ai juste envie de... Mais ça sera, je ne pourrais pas le faire en 15 secondes, hein, Brice. Mais il a parlé tout à l'heure il a diagnostiqué en fait le problème. Il y a d'autres personnes qui ont diagnostiqué à votre place. Pourquoi, à votre avis, elles n'ont rien fait? Alors, moi, je suis... 14 secondes, bravo. Oui, ouais, Alors, merci. honnêtement, moi, je ne suis pas là pour parler des limites ou des manquements des autres. Ce n'est pas mon job. Mon job, c'est de croire en mes rêves, de Oui. travailler dur pour que ça marche. Je ne veux pas m'entourer des gens qui vont me dire tel a fait ça n'a pas marché. Ce n'est pas mon problème. J'y crois et j'avance. Et je crois qu'on apprend à réussir avec les gens qui ont réussi. On apprend à échouer avec les gens qui ont échoué. Vous avez parlé de cours. Qu'est-ce que vous faites exactement pour moi, je fais accompagner des- les gens? Par exemple, là, je suis à Abidjan pour une formation. Je forme concrètement des gens sur des métiers bien spécifiques qui ont beaucoup de valeur. Par exemple, aujourd'hui, un des domaines dans lesquels les Africains sont très absents, c'est Internet. Or, il y a beaucoup de moyens de gagner de l'argent avec Internet. Comment est-ce qu'on vous trouve sur Ça- Internet? Et ça coûte combien, la formation? On va voir ces informations sur sa page. Comment je passe ma pub, tu vois Comment est-ce qu'on trouve votre page? Investiraupays.com, Ouais. la page principale. Sinon, Investir au pays sur YouTube, sur Facebook, sur Instagram, Investir au pays. OK. Philippe Simon, merci d'avoir été avec nous. Merci à vous de l'invitation, c'est un Merci. plaisir. On aura certainement d'autres occasions de vous recevoir sur le plateau pour d'autres conseils, C'est très d'autres intéressant. orientations et puis Merci. surtout Ouais. ce magnifique sourire. Merci d'avoir été avec nous. Merci Monsieur Kouachi, Non, mais je vous en merci prie, Madame Bleu, merci. merci Madame Diallo. Merci, Brice. Toutes les équipes techniques et éditoriales se joignent à moi pour vous souhaiter une bonne fin de programme sur Live TV. Prenez soin de vous et des autres. Que Dieu veille sur vous, que Dieu veille sur la Côte d'Ivoire. À demain. Amen.